Bienvenue donc pour l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, donc épisode numéro 45 de l'entrepreneur lifestyle. Aujourd'hui donc on va parler de réseau social. Donc j'ai la responsable de la communication donc, d'un super réseau social qui se développe en France et qui va faire encore un plus grand carton. Donc je te dis tout après donc avoir remercié le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc Quora, tu dois connaître. Donc si tu n'es pas encore inscrit, donc va sur Quora.com. En France, on a bientôt on a plus d'1 million d'abonnés, c'est ce qu'elle va nous dire. Au monde, donc plus de 300 millions, ce qu'elle va aussi nous préciser. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas encore en France, donc ça veut dire qu'il faut profiter d'être les premiers sur la plateforme avant que ce soit saturé comme aux États-Unis. Donc elle va nous donner plein de détails, plein d'informations. Donc n'hésite pas à suivre jusqu'au bout parce qu'il y aura donc des petites surprises. Donc je te dis à tout de suite avec Siem. Salut Siem, comment tu vas? Bien, et toi, Thierry? Très bien, merci. Donc merci donc de prendre le temps donc dans ton planning chargé pour parler donc de Quora. Donc moi j'ai plein de questions à te poser, donc tu vas nous parler de Quora, mais avant ça je vais te laisser te présenter, puis après on est parti pour un long entretien avec plein de questions parce que moi j'aime Quora, j'utilise Quora depuis presque 3 ans et donc j'ai plein de questions pour toi. Ok, super. Bah écoute, merci Thierry en tout cas de me laisser prendre un peu la parole. Donc je suis Siem, je suis responsable de Quora en français. Je m'occupe à la fois du développement de Quora, de trouver des partenaires à travers le monde qui souhaitent participer et faire grandir Quora, et aussi responsable donc du côté produit. Je fais donc la liaison avec les ingénieurs, les data scientists, etc. en interne. Donc voilà, je m'occupe en fait de Quora en français. D'accord, parfait. Donc bon ben pour ceux qui connaissent pas Quora, je vais te laisser donc te parler de Quora, présenter Quora et puis après donc on aura encore d'autres questions. Ok. Donc Quora, en fait, c'est quoi? C'est une plateforme de questions et réponses qui existe depuis maintenant 10 ans. La mission de Quora, c'est d'enrichir et de partager le savoir de tous. Et ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on permet en fait à n'importe quel utilisateur de pouvoir se connecter sur Quora, pouvoir poser une question et obtenir une réponse de qualité de la part de personnes qui ont accepté d'utiliser leur vrai nom, accepté de remplir et de partager leurs qualifications, ce qui permet de donner de la profondeur à de la connaissance, parce que on a une source et on a des perspectives, des éléments d'information supplémentaires qui permettent de comprendre un petit peu le contexte des informations qui sont partagées. Donc la connaissance, c'est un terme qui est très large et on essaie de lui donner un vernis un peu humain à travers donc, ces échanges qui se font entre utilisateurs. Donc ça a été créé je crois en 2010, c'est ça? Voilà, Enfin c'est un ancien de Facebook, je crois, si j'ai bien compris. ouais, tout à fait. Donc en fait, Adam D'Angelo, qui est notre CEO, est l'ancien CTO, donc directeur technique de Facebook. Il quitte Facebook autour de 2007. Il touche du doigt quelque chose, il se rend compte que finalement, il y a énormément de connaissances qui ne sont pas forcément disponibles sur Internet, ou alors qui sont disponibles à seulement une élite ou les éminences grises. Donc, il se dit, bon, voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, il fonde Quora en 2009 avec Charlie Shivers et une autre personne qui s'appelle Rebecca Cox, qui était la chef des designers. Et aujourd'hui, et donc de 2009, on a la fondation. 2010, la plateforme est lancée. Donc cette année, Quora fête ses 10 ans. D'accord. Et donc, bon, il y a eu des changements dernièrement, donc on va en parler aussi. Mais avant ça, j'aimerais donc que tu dises, est-ce que tu connais même si je crois que tu m'as dit que c'est un peu compliqué, le nombre d'utilisateurs dans le monde et en France? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 300 millions de visiteurs uniques par mois En France? sur Quora en général. Donc il faut savoir D'accord. que Quora est disponible en 23 langues. La Mhm. version anglaise étant la plus ancienne, la version française étant la numéro 3. Il y a eu d'abord la version espagnole.
Et puis, on a décliné depuis en italien, en allemand, en hindi, en gujarati, en japonais, etc. Et donc, sur toutes ces versions de Quora, on comptabilise un total de 300 millions de visiteurs uniques par mois. Et sur Quora en français, j'ai une petite exclue, parce que jusqu'à présent, on ne communiquait pas trop. On a dépassé les millions d'utilisateurs. Donc, je suis très, très fière de... Le million d'utilisateurs Ouais, je suis par très, mois? très fière de cette... D'accord. Oh, Ouais. bah ça va continuer à grandir parce que c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est marrant, moi, dernièrement, parce que je me connecte tous les jours, dernièrement, enfin, on n'arrête pas de me demander de créer un compte en espagnol parce que moi, j'ai le compte en anglais. J'ai commencé par l'anglais, Oui, ensuite le français. Et là, à oui. chaque fois, on me demande est-ce que je parle espagnol. Bon, je comprends, mais je parle pas très bien. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre le risque d'aller me connecter en espagnol. Mais bon, j'ai vu que vous Mhm. êtes très actif pour que les gens se connectent en plusieurs langues. Oui, effectivement, on a effectivement un système qui permet d'aider à grandir aussi sur les autres versions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a en fait une série de signaux, ce qu'on appelle des signaux, qui nous permettent d'identifier si un contributeur de Quora serait susceptible d'être actif sur une autre version. Du fait de qualifications qu'on a remplies. Par exemple, si tu as indiqué que tu connais l'espagnol ou tu parles l'espagnol, eh bien, on va être amené à éventuellement Proposer te l'espagnol. diffuser, effectivement, te proposer via une fenêtre de pop-up de venir partager, de venir rejoindre la version espagnole. C'est une des méthodes. Si par exemple, tu as dans tes qualifications indiqué que tu as visité certains pays, Mhm. qui sont disponibles dans certaines langues, eh bien, ça va être la même chose. Ah Donc, bah ouais, c'est vrai que j'étais en Espagne il y a 3 semaines, donc c'était pour ça aussi. et voilà, c'est pour ça. D'accord. Bon, donc dernièrement, donc, il y a eu des changements, hein, parce que moi j'ai commencé au début, je l'utilisais comme mini-blog, donc tout ce que je publiais depuis 2017, je l'ai publié sur Quora. Oui, Tout doucement après, j'ai voulu faire un peu comme les autres réseaux sociaux, j'ai voulu m'abonner à des gens et vice-versa, mais bon, j'ai vu que c'était vous bloquer assez rapidement. Je crois qu'on dépassait 50 abonnés par jour, on bloquait, et puis il fallait essayer le lendemain. Bon, je l'ai fait un moment, après j'ai arrêté, parce qu'en plus, j'aime pas trop le côté je m'abonne, me désabonne, j'aime pas cet esprit du réseau social en oui. général, hein. Donc, et donc dernièrement, il manquait aussi une levée de fonds pour essayer vraiment de grandir, on va dire, encore plus. Alors effectivement, Cora n'est pas encore profitable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une start-up. Donc on vit des fonds et des investisseurs qui ont décidé de miser en fait sur Cora. La dernière levée de fonds, elle remonte à avril 2017. Il s'agissait de la série D. Donc, il faut savoir en fait que pour les startups, on a ce qu'on appelle des rounds de levée de fonds qui marchent par série. Donc, on a d'abord la seed, donc c'est vraiment au départ quand on démarre. Puis après, on va avoir la série A, série B, série C, série D, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on décide d'aller public finalement. Aller public, c'est entrer en bourse. Et donc, pour ça, donc en 2017, on a lancé le quatrième round, donc la série D, avec une levée de fonds qui a été de 85 millions de dollars. D'accord, donc il y a de très très grosses ambitions. Effectivement, on croit très 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 fortement au potentiel de la plateforme, à sa valorisation et on travaille dur pour que ça se concrétise tous les jours. Bon, ben moi, en fin de compte, ben, l'évolution m'a bien aidé, parce qu'au début, j'avais un tout petit peu stoppé Quora, parce que j'avais plus de retours sur mon blog grâce à Medium et Pinterest, par exemple. Ensuite, je suis revenu parce que ben, il y a eu un changement de modèle, parce qu'il y a eu, donc on est passé du mini-blog à l'espace, si je ne me trompe pas. Tout à Et fait. on a eu aussi un côté monétisation, même si, bon, moi, j'ai été comme beaucoup, pas leurré, mais parce que voilà, en plus, c'est pas vraiment une rémunération, c'est une participation, on va dire, où Mhm. il fallait poser des questions. Et donc, on voyait plutôt les chiffres anglo-saxons où il y avait des 900, des 1000 euros. Je me suis dit, bon, bah, ça fera un revenu supplémentaire, mais en fin de compte, c'est pas un revenu, c'est une participation, donc tu vas nous en parler. Et bon, je te laisse répondre à ça, et puis j'aurai une autre question par rapport à ça. Parce que voilà, j'ai écouté le podcast anglais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, C'est Grow with gros, Quora, Grow Grow with with Quora. Quora, qui a Ouais, été t'as un meilleur accent que moi, donc je te laisse le dire. donc Grow with Quora, qui est en fait le podcast qui est animé par JD Prater, donc JD, Prater, qui aujourd'hui fait en fait toute la lumière sur des success stories liés à Quora. Donc c'est soit des gens comme Jason Lemkins, qui est en fait le fondateur de SaaStr, qui est une espèce de grosse communauté autour du SaaS, qui a aussi créé EcoSign. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais en fait c'est l'espèce
de marque de signature finalement pour authentifier les documents en ligne et qui a été racheté par Adobe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a énormément participé sur Quora depuis le début et qui a construit sa notoriété et même réussi à faire du business grâce à Quora. Donc voilà, en fait, le podcast reprend sous le biais de chroniques des témoignages de personnes qui ont vraiment Enfin, grande tu dis trajectoire. des personnes, c'est vraiment de gros CEO, de gros marketeurs aussi, et Tout à qui, fait. quand on voit les épisodes, on est même choqué parce que, bon, après, le marché français est toujours un peu à part. On est le troisième marché, comme tu as dit. Mais là-bas, le marché a commencé plus tôt. Donc, si j'ai bien compris, il y en a plein qui ont commencé à le faire naturellement parce ils sont experts, ils aiment bien répondre. Ils ont commencé en 2013-2014. Ouais. Ils ont vu une croissance 1 ou 2 ans après, comme tout ce qui est, on va dire, c'est pas, oui, du SEO, on va dire, hein, c'est du SEO. Mhm. Et ils ont vu donc des retours énormes. Donc, certains ont eu quasiment 30-45% de leur trafic venu de Quora Ouais. et ont juste explosé leur business, quoi, grâce à Quora. C'est effectivement une année très importante, c'est une année charnière 2014 parce que entre 2010 et 2014, on a énormément investi en ce qu'on appelle machine learning, donc tout ce qui est apprentissage automatique. Et grâce aux ingénieurs, finalement, on a réussi à faire un sorte de pick-up. Et l'algorithme finalement de Google a boosté en fait le référencement des contenus sur Quora, ce qui a permis effectivement aux contributeurs de Quora d'en bénéficier. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi une des forces de Quora, c'est de pouvoir bénéficier effectivement de son référencement. En tout cas, on investit énormément là-dedans. Pour en revenir en fait sur la question par rapport au blog qui a migré en fait sur les espaces, c'est effectivement une des fonctionnalités qui a évolué au cours de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est rendu compte que finalement les blogs, ils avaient un vrai potentiel mais permettre finalement à plus de gens de pouvoir avoir de la distribution, de la visibilité, on a décidé en fait de revoir un petit peu la manière dont on les mettait en valeur en fait sur la plateforme. Et donc, c'est passé aussi par finalement la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des espaces. La différence entre les blogs et les espaces, c'est qu'en fait, les espaces, ils peuvent être gérés par plusieurs individus en même temps. On a aussi la possibilité de partager différents types de contenus. Et on a en fait dans le produit une visibilité qui est énorme, chose que on n'avait pas forcément en fait sur les blogs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un onglet espace sur son application, sur son appli ou sur sa version poste de travail. Et on va pouvoir découvrir finalement des environnements où des gens vont s'exprimer sur des sujets complètement différents. Ça peut être une collection de travaux de recherche, de projets artistiques, mais aussi un espace de débat, un espace de réflexion entre un ou plusieurs contributeurs. Et ça, c'est vraiment un atout sur lequel on mise énormément. Ouais, donc on peut vraiment créer une, enfin, et c'est aussi en général la base des réseaux sociaux et créer une vraie communauté. Comparé à Exactement. d'autres où on est plutôt, et bon, ça je le reprends sur le podcast anglais, c'est plutôt, comment dire, c'est un système de questions-réponses, on va dire, mais un vrai question-réponse, parce que souvent dans les réseaux sociaux, on consomme du contenu et on est passif, on regarde ce que font les autres. Mais là, c'est plutôt, on pose une question, on nous répond et vice-versa. Effectivement, oui, c'est vraiment d'essayer de pouvoir créer des environnements qui sont quand même des environnements qui sont respectueux. Chaque individu qui est un créateur d'espace va éditer sa charte. Il va nommer finalement des admins, des contributeurs, il va inviter des abonnés. Et voilà, on grandit sa communauté un peu de manière indépendante, mais c'est effectivement ce sur quoi aujourd'hui on croit beaucoup. Euh, Moi, je précise que je continue à publier, en fin de compte, plutôt mon contenu vidéo maintenant et podcast, même si vous n'êtes pas vous, euh, c'est pas votre priorité comparé à d'autres qui, tout le monde va vers la vidéo et le podcast. Vous, ça reste quand même toujours un peu de l'écrit et la réponse écrite. C'est pour ça que ça marche bien pour le SEO. Et pour moi, en fait, comme je dirais souvent, ça me fait penser à un Wikipédia plus vivant, on va dire.
Alors effectivement, on aime beaucoup Wikipédia chez Cora. On ne se considère pas vraiment comme concurrent. Pour l'anecdote, Jimmy Wales, qui est un des fondateurs de Wikipédia, est un utilisateur très actif sur Quora. Il répond à énormément de questions. Et la différence finalement entre Wikipédia et Quora, on est effectivement sur du partage de connaissances, mais sur Quora, on va voir finalement le nom du contributeur, de l'auteur du contenu. Et ça, c'est très important. Et puis, on va avoir un système de vote positif et négatif qui est fait. Donc, un vote par les pairs, finalement, par la communauté, qui va apporter un poids, un levier de crédibilité supplémentaire. Et puis aussi, il y a une autre chose, c'est la demande de qualification. On attend en fait de nos contributeurs de remplir en fait leur profil, d'apporter des qualifications, parce que c'est ce qui va donner, encore une fois, de la perspective, de la profondeur aux informations qu'ils partagent. Et lorsque l'on a un éminent professeur de l'ENS qui va donner un vote positif à un autre contributeur, ben ça va avoir encore plus de poids. Donc on est vraiment sur des mécanismes de valorisation et de récompense des contributeurs aux efforts qu'ils font pour mettre finalement en lumière leurs connaissances. Donc, quand tu parles des contributeurs, parle-nous un peu parce que moi, j'ai pas de rémunération, mais c'est pas une rémunération, du nouveau système de rétribution, un peu comme on fait comme sur YouTube, hein, parce que YouTube, enfin, moi, maintenant, j'ai 1000 abonnés, eh ben, j'ai vu des petits euros qui vont arriver. J'ai eu une petite rémunération, enfin, une rétribution par Quora il y a un mois et demi, je crois. Donc, parle-nous un peu de ça, même si réellement, c'est pas le plus important. Alors, Et je vais y répondre après. d'accord. Alors effectivement, Quora a lancé ce qu'on appelle un programme partenaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que pour avoir une bonne réponse, il faut avoir une bonne question. Maintenant, tout dépend de comment on définit une question, on est tous d'accord. Mais pour pouvoir continuer à grandir, il fallait pouvoir stimuler, inviter en fait les contributeurs à poser des questions. Et comme les questions appartiennent à la communauté, contrairement aux réponses qui restent de la propriété des auteurs, quand on est auteur d'une réponse, on est propriétaire de sa réponse. Quand on est auteur d'une question, la question appartient à la communauté, puisqu'elle peut être sujette à des modifications. Eh bien, il faut pouvoir récompenser les gens pour le temps aussi qu'ils prennent à écrire des questions. D'où le programme partenaire. Donc, le programme partenaire, qu'est-ce que c'est? C'est un système en fait, qui permet de rétribuer, effectivement, pas de rémunérer, puisque la rémunération rentre dans des considérations administratives et de droit du travail qui sont un peu différentes, je pense. Mais il faut vraiment le voir comme une récompense. Et donc, en fait, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a notamment le nombre de vues internes, donc dans le produit, et externes en fonction donc, du référencement. Mais aussi, il va y avoir le nombre de votes, le nombre de réponses, le nombre de personnes qui suivent, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure qu'on contribue en fait au programme partenaire, donc c'est sur invitation, hein, je précise, tout le monde qui n'est pas d'office récompensé en fait dans la pose enfin, dans l'ajout de questions. C'est vraiment les gens qui sont dans le programme. Et pour être dans le programme, il faut pouvoir soumettre sa candidature. Et comment on le fait? On a en fait un email qui s'appelle commentaire avec un S à @quora.com et là en fait on peut demander à faire partie du programme. Donc quand on fait partie du programme, en fait il y a une série de règles et de normes qu'il faut savoir et comprendre. On autorise les questions sur Quora de manière large. Les questions qui vont être liées à Quora, ce qu'on appelle les questions méta-Quora, celles-ci par contre elles sont exclues du programme. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas assez ouvertes pour que des personnes qui soient crédibles et légitimes puissent y répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les personnes qui vont pouvoir répondre à des questions sur Quora sont des employés de Quora. Et donc finalement, ça limite en fait le champ des possibles en termes de réponse. Et la deuxième chose, c'est que voilà, les questions qui sont relatives à une personne en particulier, par exemple un contributeur, si on pose une question qui vise un contributeur, celle-ci aussi, finalement, on va décider de ne pas la rétribuer parce que voilà, on est limité en nombre de possibilités d'obtenir une réponse de gens qui... J'aime bien la réponse que tu viens de dire, enfin les réponses, parce que là, ça m'a donné en plus d'autres questions. C'est que pour ceux qui aiment bien les réseaux sociaux, mais qui n'aiment pas vraiment le côté, comment on appelle ces gens-là? Surtout sur YouTube,
les trolls, voilà, Les trolls, ouais. qui viennent embêter tous les réseaux sociaux. Et sur Quora, il n'y a pas ça, en fin de compte. Enfin, quand il y a, parce que moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai posé une question et un charmant monsieur n'a pas été gentil par rapport à la gente féminine. Moi, j'ai posé une question large qui pouvait intéresser tout le monde et lui, il a répondu d'une façon assez outrancière, on va dire. Et donc, je l'ai sans avoir de problème, parce que bon, les gens peuvent dire, ouais, non, bah, tu balances. Non, moi, j'ai pas aimé, c'est ma question, donc je veux une vraie réponse. Et donc, Mhm. je l'ai dénoncé, et puis j'ai eu un retour, un merci de Quora. Enfin, il y a vraiment des personnes qui sont là pour surveiller. On se sent vraiment bien. On sait qu'on pose une question, on va discuter, il n'y aura personne qui va. Et même nous-mêmes, ça nous oblige à être aussi carré, de bien répondre et ne pas spammer ou faire des conneries sur la plateforme. C'est vraiment une plateforme, comment dire, communautaire, familiale, on va dire, entre parenthèses. Alors effectivement, on a tout un guide de bonnes pratiques disponible sur Quora et on a une norme fondatrice qu'on appelle Soyez courtois, soyez respectueux. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent aussi Quora en anglais, il s'appelle en anglais Be nice, be respectful. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui va contribuer à Quora, on attend d'elle qu'elle soit en mesure de formuler une question dont l'intention est d'obtenir des réponses sincères. Et les personnes qui vont apporter des réponses le fassent de manière sincère et civile et en partant du principe que celui qui a posé la question l'a faite de manière de bonne foi. Et c'est vraiment tout un mécanisme qui se fait. Et à partir de là, on a bâti tout un effort de modération qui est énorme. Le machine learning et la modération, c'est vraiment nos piliers. C'est ce qui nous distingue effectivement d'autres plateformes. On est assez vigilant là-dessus. Ça consiste en quoi? Ça consiste aussi à rester à l'écoute de nos contributeurs. Et donc, on a un système de signalement. Comment la modération fonctionne? Bien, on a aussi un système de signalement qui est donc basé sur les actions de nos contributeurs. Donc, comme toi, tu l'as fait, tu as signalé effectivement un contenu qui ne rentrait pas en fait en conformité avec les normes de Quora. Et donc, nos modérateurs ont regardé, ont pris acte et au vu de nos normes, ont fait appliquer une certaine décision. Et c'est super important pour continuer à faire grandir Quora, à, à vraiment se concentrer sur la qualité des contenus qui sont apportés. Et je sais que, par exemple, j'aime bien parler de cette anecdote, mais le signalement, c'est quelque chose qui est c'est pas forcément facile à faire adopter à la communauté francophone, donc sur Quora en français, parce que on a quand même cette historique en France, justement, pas mal d'associations d'idées. Le signalement, c'est finalement une forme de dénonciation, de délation, et on n'a pas forcément envie d'être dans ce rapport-là. En tout cas, ça renvoie à des périodes assez noires dans l'histoire de notre pays. Mais là, il s'agit simplement de dire à quelqu'un, finalement, voilà, il faudrait revoir la manière dont finalement tu as présenté tes idées. On peut avoir un débat politique, on peut avoir un débat. La seule chose, c'est que il ne Il faut faut pas rester correct, en fin de compte. rester correct, pas d'attaque personnelle, pas de réponse sarcastique pour être sarcastique, pas de mime. À Disons moins on est sur Quora, on n'est pas sur Twitter. Voilà. Chaque plateforme a ses Voilà. forces, ses vertus et ses faiblesses, on va dire. Ouais. Ouais, pour pas parler mal de Twitter. Mais bon, voilà. Je pense que les gens ont compris, ceux qui connaissent Twitter, qui des fois sont choqués parce que des gens se lâchent parce qu'ils ont envie, hein, ils font ce qu'ils veulent. Après, donc ça Après, coûte Twitter, moins ils cher, sont beaucoup plus ça coûte moins gros. cher Hein. ça coûte moins cher que le psy, et puis c'est instantané, c'est un peu différent. Oui, et puis après, Twitter, ils sont quand même assez gros et Ouais, peut-être qu'ils peuvent se permettre. ouais, mais vous comptez devenir aussi gros, donc il faut. Est-ce que ça va rester comme ça? J'espère. Mais bon, ça c'est. On C'est en une autre parlera l'année question. prochaine quand je t'inviterai pour voir est-ce que vous êtes passé à 1 milliard ou à 2 milliards d'abonnés, enfin d'abonnés, Écoute, avec grand plaisir. On de fera membres. le point à ce moment-là. Donc moi j'ai un truc que j'ai vu en fin de compte sur le Quora US, mais surtout que j'ai vu parce que j'ai même vu un grand marketeur français qui fait 10 millions de chiffres d'affaires et qui, je pense, prend la même stratégie que font comme les anglo-saxons, parce que bon, tu l'as dit, mais de façon humble. Alors que si on fait bien le travail, si on répond peut-être tous les jours à une question avec vraiment du vrai contenu, on peut vraiment drainer beaucoup, beaucoup de trafic en étant bien sûr constant, on va dire, hein, tous les jours une réponse de 200, 300 mots, Ouais. quelque chose d'assez important. Et un grand marketeur, dont je ne dirais pas le nom, qui commence par son prénom, c'est Laurent, qui est l'un des plus grands infopreneurs en France.
et qui souvent, ben, maintenant, je le vois dans mon feed, il répond à des questions super longues. Moi, je le fais en fin de compte en prenant des bouts d'articles que je commence à répondre, puis après, je m'arrête parce que j'ai souvent la flemme de répondre. Il faut prendre le temps. J'ai même appris qu'on peut même maintenant dire que je réponds plus tard. Comme ça, donc on permet en fin de compte de se rappeler qu'il faut répondre parce que des fois, moi, il y a trop de personnes, comme peut-être sans le vouloir, je suis devenu expert. Donc, plein de gens viennent me demander de répondre et j'ai pas le temps. Mhm. Mon business model, c'est pas de répondre 3 heures sur Quora, mais je comprends qu'il faut le faire. Et donc, est-ce que donc, parce que tout à l'heure, on parlait de la rétribution. En fin de compte, le but, c'est pas de poser des questions, c'est plutôt le contraire, de répondre aux questions. C'est là où on Alors réussit, entre ouais, c'est un parenthèses. point hyper intéressant que tu abordes, Thierry. Alors, c'est juste pour éclairer les auditeurs, on est tout à fait invité à répondre à ses propres questions. C'est pas du tout quelque chose que l'on interdit sur Quora. Au contraire, chacun d'entre nous, on a des niveaux d'expertise et puis on a des niveaux d'expertise sur des sujets qui sont complètement variés. Maintenant, je vais reprendre l'exemple de Jason Lankins qui disait en fait dans le dernier podcast Grow with Quora, faut avoir fait au moins 5 ou 6 Coachella pour se considérer expert. Ben voilà, si on a tenté un truc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, ben finalement avec les erreurs et avec les finalement les succès, ben on peut se permettre de venir parler de tel ou tel sujet. Ça c'est un truc effectivement, il y a aucun souci. Maintenant, dans une stratégie, ce qu'on appelle en fait une stratégie de contenu. C'est un peu le terme à la mode en ce moment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est professionnel, qui soit marketeur, entrepreneur, codeur, quel que soit en fait son domaine d'activité ou autre, va pouvoir grandir en visibilité, en distribution, c'est-à-dire construire en fait une notoriété en parlant finalement de son expérience. Et il y a un truc effectivement que les Américains font très bien qui s'appelle en fait le storytelling et ils font ça depuis des années. Et finalement, Cora, c'est du storytelling. Que ça soit raconter l'histoire de sa rupture et comment on s'en est sorti, ou la quatrième start-up après 3 échecs, on est dans du storytelling. En France, on a tendance pendant longtemps à avoir abordé la question finalement de la communication à travers un angle très général, très générique et un peu impersonnel avec voilà, pour des grosses boîtes, finalement, un chargé de communication qui écrivait les grands fondements, etc. etc. Aujourd'hui, on en est vraiment sur, pour essayer vraiment de capter une audience, on en est sur finalement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi c'est quoi ta motivation? Comment tu as réussi à, à avoir ton succès? Sur quoi ça s'est bâti? On a envie de voir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau, parce qu'on est tous humains et c'est ce qui vraiment nous aide à, à grandir et à réussir et à s'inspirer. Et donc, il y a beaucoup de marketeurs effectivement sur Quora en anglais, et on commence à en voir aussi sur Quora en français, qui prennent ce ton-là, qui prennent cet angle-là, et ça marche. Je vais prendre l'exemple de Jean de la Roche-Brochard, c'est, comme beaucoup connaissent, ça a été pendant longtemps le VC-partner de Kim Aventure, qui était en fait donc le fonds qui avait été lancé par Xavier Niel. Et donc, lui, ce qu'il a fait, et quand je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, ce serait cool que tu viennes faire une session. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a répondu à 40 questions, ça a cartonné. Et il a adopté un ton tout à fait personnel sur ses réponses. Il a vraiment parlé de lui. Et en fait, quand on parle de soi, finalement, on donne envie d'en savoir plus. Ouais, faut On pas a- avoir peur d'être vulnérable. voilà, c'est ça. C'est vrai que ça C'est paraît. encore un terme à la mode, mais c'est la vérité. Mais je suis tout à fait d'accord. Et on a aussi cette expression en français qui est une mise à nu. Et c'est vrai que c'est très dur, en fait, de se dire, voilà, je vais me dévoiler, mise à nu, tout ça. Effectivement, les Américains ne comprennent pas forcément qu'on a cet angle-là. Alors que, en vrai, on est tous humains. On a tous des forces et des faiblesses. On a tous eu des échecs et des réussites. Et c'est ça qui nous connecte les uns aux autres. Et c'est pas juste un terme, tu vois, galvaudé ou édulcoré pour parler de stratégie de conduite. C'est vraiment ce que les gens aujourd'hui recherchent. On parle un peu de l'hyper authentique aussi dans certains médias. En fait, ça Ouais, demande il y a un tellement travail. il y a tellement de fake news que c'est bien d'être naturel, d'être vrai, et ça, on le sent en fin de compte. Ouais. Quelqu'un qui est humain va sentir un autre humain qui dit la vérité, entre parenthèses.
Bah, en tout cas, c'est très difficile de mentir sur soi-même quand on doit le faire pendant des heures et des heures et des Ou à un pages et moment, des pages de réponses et ou à de un réponses. moment, on va le découvrir. Voilà, Bah, il y a simplement. un moment, c'est un On peu va le difficile sentir. de cacher effectivement sa vérité, quoi. Porter un masque tout le temps, même en ligne, ça peut C'est être compliqué. difficile. Donc, Mais j'ai deux questions qui venaient par rapport à ce que tu m'as dit. Comme je t'ai dit au début, il y a souvent donc, les techniques de base, parce que Quora, je trouve, est un média, enfin, est un réseau un peu à part. Les techniques qui consistaient à s'abonner, se désabonner pour avoir du monde. Est-ce qu'il y a un intérêt sur Quora donc, à avoir une communauté abonnée, ou est-ce que même sans abonnement, on peut donc juste avoir du contenu et les gens vont revenir naturellement parce qu'ils seront dans un groupe ou dans l'espace alors effectivement, les espaces, ça va être un peu différent parce que ça veut dire que finalement, les gens vont apprécier ton contenu et il va y avoir en fait une série de votes positifs qui va être déclenchée. Il va y avoir un nombre de distributions qui va se faire et puis il y a un nombre de vues. Enfin, voilà, c'est une espèce de mécanique un peu euh, effet boule de neige. Plus on grandit, plus on grossit. Maintenant, la clé du followgraphe, donc est-ce qu'il faut avoir beaucoup de followers pour commencer à avoir de la distribution? Ouais, ouais, et pas forcément. Il y a plein d'autres signaux, encore une fois, qui rentrent en ligne de compte. Euh, Faire en fait une stratégie qui consiste à dire, ah, moi je vais suivre X, Y et W et je vais leur demander de me suivre en retour, c'est une méthode. Mais si derrière on va écrire une super réponse qui est super structurée, qui va être partagée, parce qu'il y a aussi le partage en site quoi, hein. Il n'y a pas que le photographe qui va être partagé, qui va être voté, qui va être distribué, ben boum, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche un truc qui est que la réponse, elle finit par apparaître dans ce qu'on appelle le digest. Et ça, c'est un autre élément qui est hyper important et que les gens apprécient beaucoup, c'est que ben, on a des espèces de newsletters qui sont personnalisées, qu'on envoie à nos utilisateurs qui reçoivent dans la boîte mail, et ça leur permet de découvrir du contenu extraordinaire. Et c'est ce que les gens, en tout cas, que je rencontre, me disent souvent, me disent ah quoi, c'est cool et tout, j'ai souvent vos emails. Et c'est toujours le premier truc qui vient en ligne de compte. Bah, si on arrive à percer la clé, c'est pas très difficile, c'est exactement ce que tu disais, être constant, écrire, bien écrire, se concentrer sur un sujet. Moi, je suis une ancienne journaliste, donc il faut toujours avoir un peu son beats, comme on dit en anglais, avoir son terrain de prédilection, son sujet de prédilection, et puis y aller, il faut foncer, faut pas hésiter. Et c'est vrai que ça marche assez bien parce que voilà, on est reconnu comme un expert, quelqu'un qui est simplement. un peu un expert. Ben voilà, et c'est Mais ça. moi, c'est marrant que tu dis ça parce que, bon, j'avais une autre question, mais ça m'a amené encore une autre question. C'est que tout à l'heure, je me moquais de Twitter, entre parenthèses, par rapport au tout ce qui est troll. Mais dernièrement, en fin de compte, quand on pose sur Quora, on met une question, on répond, Quora nous demande si on veut le publier sur Facebook et sur Twitter. Et moi, souvent, je mettais non. Et une fois ou deux, je ne crois même pas si je l'ai mis. J'ai mis sur Twitter et j'ai eu une réponse, pas sur Quora, mais sur Twitter. Quelqu'un a vu ma réponse sur Quora, transféré Ouais. sur Twitter et il m'a dit, bah, ouais, moi, j'aurais répondu pareil. Puis on a commencé à discuter sur Twitter. Et Mhm. pourtant, en général, je le retirais. Je dis, oh, j'ai répondu sur Quora, ça reste sur Quora, j'ai pas envie de m'embêter sur les autres. Et en fin de compte, comme quoi, il faut aussi partager. En général, les réseaux sociaux sont plutôt bloqués. Ils veulent qu'on reste sur leur plateforme, mais vous, ça vous dérange pas de partager sur d'autres plateformes. Ah ben, on est conscient que de toutes les façons. Alors, il y a un truc, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, sur le référencement, il faut savoir qu'aujourd'hui, Euh, quand on écrit ben, des réponses et qu'on devient un expert, ben aussi, on va taper votre nom et ben, on va voir aussi sur Google apparaître aussi des réponses que vous avez que tu as écrites en fait sur Quora. Et ben, c'est quand même cool de se dire que entre les trois tweets pas forcément bien écrits ou du contenu un peu rageux qui va apparaître en ligne et une réponse qui est bien écrite de qualité et qui va pas être intéressante, ben, il y a des gens, en tout cas, sur Quora, quelle que soit la version, ben, ils se sont fait repérer comme ça. Ils se sont fait repérer pour du boulot, ils ont réussi à trouver des investisseurs. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc, ouais, ouais, on est carrément pour effectivement le partage. Et même, je vais te dire, si tu tweets une réponse sur Quora, le Quora en français va mettre un petit cœur sur ta réponse. Et on essaye effectivement aussi d'avoir une approche, même sur les autres plateformes, de remercier en tout cas les auteurs qui font connaître Cora, qui font partager. On essaye d'avoir ce petit retour de reconnaissance. Donc, Donc, ouais. à tous les community managers, parce qu'avant toi, j'ai interviewé un community manager qui parlait de quatre plateformes et il parlait pas de Quora.
Donc, comme quoi, voilà, il faut l'inclure et puis s'en servir pour pouvoir donc, drainer du trafic en SEO. Donc là, on va parler en compte de l'opposé du SEA, SIA plutôt, pour pouvoir les bien prononcer. Parce que Quora fait un carton sur le Quora Ads, avec donc, la publicité payante, avec un super algorithme, paraît-il. Enfin, on m'a même dit que personne ne peut inventer ce que Quora fait. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Ça sera pour un autre épisode, parce que ça va être trop long. Mais disons que l'algorithme et votre façon de faire de la pub est unique. Donc, bon, Alors, malheureusement, il n'y a pas en France, mais bon, ça va venir, j'espère. Donc, parle-nous un petit peu. ouais, alors tu vois, là, c'est vraiment le contexte idéal parce qu'on vient de terminer Web Summit, on était présent, on a fait un stand et on a présenté Quora for Business. Donc, Quora for Business, c'est quoi? C'est qu'avec 300 millions de visiteurs uniques par mois, on s'est dit, ben, finalement, on va peut-être pouvoir aussi offrir une possibilité à des marketeurs qui ont une stratégie de contenu, mais qui ont besoin de passer du temps aussi pour écrire des réponses, ben, finalement, de pouvoir pusher de la publicité. Donc, on s'est lancé en fait sur un modèle de monétisation, donc vendre de l'espace publicitaire sur la plateforme. Et Quora, donc for Business, existe depuis 2 ans. Je assez bien, effectivement. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que c'est assez positif. Et donc, on a 3 grands domaines de targeting. Donc, on a un targeting qui se fait par question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, sur une page de questions, on va avoir la question qui va arriver, et puis avant la première réponse, on va avoir un bandeau, où là, on peut intégrer en fait un lien sponsorisé en texte. On peut avoir aussi du targeting qui se fait par sujet. On a quand même des millions et des millions de sujets. J'avais regardé encore il n'y a pas longtemps, rien qu'en anglais, sur le sujet santé, c'est 86 millions d'abonnés, 75 millions de questions. Enfin, voilà, sujet voyage, sujet sur des tonnes et tonnes de sujets, qu'on peut faire du targeting par sujet. Et ça va permettre d'inclure effectivement, par exemple, sur un feed, quand on suit à tel ou tel sujet, on va voir apparaître une pub avec un contenu qui peut être visuel ou bien texte. Et le dernier type de targeting, qui est en fait un targeting par mots-clés. Donc, en fonction d'un utilisateur qui va taper certains mots-clés, il va être dirigé sur Quora, et sur Quora, il va voir apparaître en fait telle ou telle publicité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en fait un modèle de CPC, comme beaucoup le connaissent, notamment pour les mots-clés, mais qui est beaucoup moins cher effectivement que d'autres plateformes, d'autres gros acteurs. Donc, C'est ce qu'on m'a dit, c'est pas cher du tout. Donc, nous, de France, on peut faire donc, de la communication sur Quora en étant de France. Parce qu'en France, il n'y a pas, mais on peut le faire de France sur le marché américain. voilà, effectivement. Donc en fait, sur la version, on parle de version en fait de langue. Donc on peut très bien être un annonceur basé en France et avoir la possibilité ou la volonté de vouloir pusher en fait de la publicité en anglais, et on va le faire sur quoi en anglais, donc avec une audience qui est internationale. Euh, donc pour le moment, Quora for Business existe que pour la version anglaise, mais comme tu l'as dit, j'espère très prochainement pouvoir revenir faire une annonce en disant que c'est aussi disponible sur Quora en français. Avec grand plaisir, tu l'as bienvenue. Bon, ben là, on a, je pense, posé toutes les questions. Est-ce que tu as des choses que tu veux préciser ou c'est clair? Je peux peut-être donner les 3-4 bonnes pratiques, effectivement, quand on est, Ben, j'allais finir sur ça parce que dans le podcast anglais, il dit, pour finir, que doit-on faire en tant que marketeur aujourd'hui pour devenir un meilleur marketeur demain? Voilà, j'ai traduit en français. Donc, je vais te poser la question. Voilà. Alors sur Quora, être un bon marketeur, je vais juste donner des idées, hein. Il n'y a pas de secret sauce, il n'y a pas de formule magique, hein. Chacun trouvera son compte là-dedans, mais voilà, être constant, ça c'est un truc que tu as vraiment apporté. Faire des réponses qui sont bien sourcées, bien structurées, essayer d'être intelligent aussi dans sa stratégie de contenu, pas juste balancer du lien promotionnel ou écrire juste 3 phrases et mettre un lien derrière, parce que ça correspond pas finalement à la politique de Quora, parce qu'on a aussi un travail pour filtrer les spams. Et donc, voilà, il faut vraiment essayer d'apporter l'information. Si vous avez un blog, si vous avez un site qui est déjà disponible en ligne, vous pouvez très bien retravailler une partie du texte, ou juste en fait citer la source. Ça marche aussi très bien. Et vous réutilisez votre contenu, vous l'actualisez même si vous voulez. Donc être constant, proposer du contenu qui est fouillé, travailler votre expertise. Vous avez tous un domaine en particulier sur lequel vous avez votre force. Allez-y, répondez sur Quora, participez. Vous avez la chance d'avoir une version qui est aujourd'hui disponible en français, où vous allez apparaître comme des pionniers. La version anglaise est très très grosse, mais il y a énormément de concurrence aussi dessus.
Donc, et voilà, restez respectueux et éclatez-vous et découvrez et voilà, partagez vos connaissances. Ok, donc avant de terminer, j'ai 3 questions. Mhm. Donc, je vais te poser tout de suite, si je retrouve mes questions. Dans tous les cas, je mettrai une pause. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir un pro de Quora? Alors, devenir un pro de Quora, il faut un peu d'endurance, de la constance et être respectueux de tous. C'est hyper important. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur ou marketeur et pourquoi? Alors, mon livre préféré, maintenant qui va au-delà du marketing et qui est vraiment essayer de comprendre finalement comment les réseaux sociaux fonctionnent, c'est un livre qui date de 2002, il n'est pas très récent, mais il s'appelle Here Comes Everybody, Ouais, donc, en anglais, et il a été rédigé par Clay Shirky, qui est un éminent professeur qui a énormément étudié la logique des réseaux sociaux, des communautés, et comment finalement les audiences se construisent. Et si on veut comprendre finalement la genèse de tous les réseaux sociaux, moi j'ai bossé en pas mal d'entre eux maintenant mine de rien, puisque je suis une ancienne de Meetup. J'ai fait un stage là-bas et puis après j'étais chez Facebook. Je travaillais au service éditorial de la maison de New York, donc du bureau de New York. Et puis après j'ai bougé à Mountain View chez Cora. Et, euh, et si on veut vraiment comprendre les dynamiques, ce qui fait que les gens s'interconnectent et continuent à discuter et comment construire finalement une audience et la fédérer, euh, il faut lire ce bouquin. et tu m'avais aussi parlé en off, parce que je vais me permettre. Cultural Strategy, ça? Ouais, Cultural Strategy, c'est pour essayer de comprendre finalement comment pénétrer un marché avec des spécificités culturelles. Pour éviter, par exemple, ben, voilà, des catastrophes un peu marketing. Si, par exemple, il y a des codes culturels sur ben, certains termes, certaines modes de consommation, certaines approches, faut vraiment pas hésiter à comprendre un petit peu comment on navigue dans le marché qu'on veut, euh, qu'on veut conquérir. C'est hyper important. Donc, Cultural Strategy, je vais vous donner le titre encore une fois et vous donner l'auteur aussi qui a C'est été. Douglas. Ouais, j'ai un trou de mémoire là maintenant, mais Google est mon ami, Douglas Cameron. Douglas, quand même, en tous les cas, je mettrai tous les liens dans le show notes pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance en marketing, parce que donc, par rapport à ce que tu m'as dit, ça m'a l'air d'être très intéressant et très poussé. Mhm. Donc, ce sera un plus pour réussir sur Quora. Et dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir, Siem? Ah, ça va pas être très, ça va pas être très original, mais si je pouvais maîtriser Python du jour au lendemain, ça serait top. Je vais parler en français, parce que toi, avec ton accent, des fois, c'est compliqué. Python. T'as un tellement bon accent que des fois, on a un doute. Si la personne ne parle pas anglais, elle va pas comprendre. Donc, Python. Elle a dit Ouais, Python, donc c'est Python en fin de compte en ouais, français. donc, bon, ouais. Python qui reste quand même un des langages les plus utiles. Alors, il y a aussi des gens qui disent aujourd'hui il y a d'autres langues, hein, il y a d'autres langages de programmation qui existent, hein, mais voilà, maîtriser un peu de code en tout cas, on va dire, voilà, un peu de développement, ça fait de mal à personne et ça va être clairement aussi une des habilités qui va être très Compétences pour recherchée. l'avenir, ouais. C'est vrai que Ouais. quand tu es. Enfin, toi, en fin de compte, comme tu baignes dans San Francisco et dans la startup, donc ouais, tu comprends que le développement et tout ça, c'est important. Ouais. Et donc, oui, je comprends bien. Donc, BCM, grand merci. On a appris beaucoup. Donc, j'espère que tous ceux qui sont pas sur Quora donc, vont s'y mettre tout de suite. C'est facile à s'inscrire. Et ensuite, donc, bah, voilà, il suffit donc de produire du contenu et puis d'attendre un peu. Voilà. Mm. Donc, Siem, je te dis grand merci. Merci à toi Thierry. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, donc c'est fini pour l'épisode 45 avec Siem. Donc, grand merci à Siem. Donc si tu veux t'inscrire à Quora, comme tu as pu voir, donc c'est très simple, hein, tu vas sur Quora et donc c'est gratuit, comme tous réseaux sociaux. Tu peux donc t'inscrire et commencer donc à partager donc le maximum d'informations. N'hésite pas à venir me voir donc sur Quora, parce que moi je suis dessus, donc il n'y a pas de forme. Abonne-toi, on va discuter, on pourra échanger.
et donc s'entraider pour pouvoir grandir notre communauté commune. Donc pour le podcast, n'hésite pas à partager et à commenter sur toutes les plateformes, iTunes, Stitcher, Spotify, enfin, tu les connais tous. Hein. Donc comme tu sais, donc maintenant c'est 2 épisodes par semaine, donc n'hésite pas à rester connecté et surtout à t'abonner au podcast pour qu'on puisse donc avoir les bonnes informations et se former ensemble et grandir ensemble. Et donc sur Quora, n'hésite pas à partager parce qu'il y a eu beaucoup malheureusement de désinformation. Après que j'ai fait une vidéo il y a 3 mois, des gens ont voulu faire la même chose parce que souvent il y en a qui se copient, hein, mais je pense qu'ils ne connaissaient pas la plateforme. Ils ont donné plein de mauvais conseils aux auditeurs donc sur YouTube. Et donc voilà, je pense que les personnes sont venues me voir et sont allées voir Quora pour dire que c'était pas correct. Donc voilà, donc maintenant tu as les bonnes infos grâce à Siem, donc merci à Siem. Et aussi, surtout, donc, va voir donc, le podcast aux États-Unis. Je te mets le lien dans le show notes pour vraiment grandir avec cette plateforme. On est nouveau, donc, il n'y a qu'1 million de personnes, il pourrait y en avoir plus. Donc voilà, profite donc de cette opportunité donc, de t'installer sur la plateforme, d'être sérieux, de poster tous les jours, de mettre de la valeur. Et tu auras le retour quelques mois, quelques années après. Donc je te dis à bientôt. Ciao, ciao.